Alors, bien bonjour, comme je l'ai mentionné, il me fait bien plaisir de vous partager aujourd'hui mon expérience sur deux thèmes qui me passionnent dans mon travail, la santé et sécurité bien sûr, mais l'amélioration continue et tout ce qu'on peut aller plus loin grâce à l'amélioration continue. Donc, tout d'abord, les objectifs de la présentation d'aujourd'hui est tout d'abord de vous présenter une démarche très pratico-pratique d'amélioration continue dans un processus de santé-sécurité. Et mon objectif aujourd'hui, c'est de vous partager des outils que vous puissiez rapporter dans votre organisation pour que vous puissiez l'appliquer. Je ne veux pas faire de vous des ceintures noires, maîtres ceintures noires en amélioration continue, mais je veux vous rendre facilement disponible certains outils et peut-être vous donner le goût à l'amélioration continue. Peut-être avant d'aller plus loin, je fais un petit sondage à main levée. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà des formations ceinture verte, ceinture noire en amélioration continue? OK, quelques personnes. Bon, bien, les autres, bien, ça sèmera peut-être une graine pour vos perfectionnements futurs. Donc, rapidement, le plan de la présentation. Je vais vous faire une brève introduction sur ce qu'est l'amélioration continue, une présentation de mon organisation, l'Université du Québec à Trois-Rivières, vous présenter la méthodologie Lean Six Sigma que nous appliquons à l'UQTR et surtout, par la suite, comment on l'a appliqué dans nos processus en santé-sécurité. Brièvement, au tout début, on n'appelait pas ça de l'amélioration continue. C'est dans les années 1900 que M. Taylor a publié une série d'ouvrages où il présentait l'analyse de certains postes. Lui, ce qu'il a fait, il a commencé par découper des postes de travail puis pouvoir étudier chacune des tâches afin de les optimiser. Son souhait, c'était d'éliminer les gaspillages, éliminer les pertes de matériel, de temps également, pour rendre les processus, les tâches beaucoup plus efficaces. Par la suite, on a vu dans les années 1950, la compagnie Toyota, le fabricant automobile Toyota, il a engagé deux personnes, M. Toyoda et Ono, et il leur a demandé d'aller, pas espionner, mais d'aller étudier les constructeurs automobiles américains sur comment ils fabriquaient les automobiles. Et les deux auteurs, mandatés par Toyota, ont pu analyser et sont revenus avec un nouveau modèle, le modèle Toyota. Contrairement aux constructeurs automobiles américains qui produisaient en grand lot d'automobiles et les distribuaient par la suite aux acheteurs, Toyota, eux, ont développé le modèle juste à temps. Donc, on produit juste ce qu'on a besoin et juste à temps. Et c'est là qu'est venu les premiers concepts d'amélioration continue, parce que cette nouvelle méthode de fabrication d'automobiles permettait de s'ajuster. On change de matériaux, on peut optimiser notre procédure. On a un problème sur la chaîne de montage, ça permet de s'optimiser assez rapidement. Et donc, c'est le modèle Toyota. Par la suite, nombreux auteurs ont publié, étudié, parce que l'intérêt, c'était, oui, dans le domaine automobile, mais comment on peut rapporter ces changements, cette nouvelle mode de gestion-là dans tout type d'organisation. Et donc, c'est dans les années 1990 qu'on a commencé à parler de Lean Management. Quels sont les fondements principaux de l'amélioration continue? Bien, on va toujours se concentrer sur connaître la cible. Ça, c'est un des premiers fondements que j'ai appris dans ma formation et qu'on essaie d'appliquer au quotidien, c'est quelle est notre cible à atteindre? Parce que ça permet après ça d'apporter tout changement en fonction de cette cible-là à atteindre. Et surtout, on place nos clients au centre des préoccupations. Comment on peut leur créer de la valeur? Comment on peut améliorer le service? Comment on peut le rendre plus efficace, plus rapide? Donc, c'est vraiment toujours placer le client au centre de nos préoccupations. L'amélioration continue est également une démarche, une culture d'indicateurs pour pouvoir bien comprendre la situation actuelle et savoir si l'amélioration a bel et bien eu lieu. Bien, il faut le mesurer, sinon on ne peut pas connaître notre situation actuelle.
Il y a différentes démarches également d'amélioration continue qu'on peut appliquer. Vous avez peut-être déjà entendu parler de Kaizenblitz. Il y a aussi également le kata d'amélioration continue qui fait de plus en plus parler actuellement avec le HEC, entre autres, qui fait énormément de formations. Donc, si vous avez un intérêt pour l'amélioration continue, là, faites des petites recherches kata d'amélioration continue. Et il y a également des outils pour supporter une démarche d'amélioration continue. Donc, implanter une méthode 5S, ça vient supporter une démarche, mais c'est pas, oui, c'est de l'amélioration, mais c'est vraiment des outils qui viennent supporter. Les Kanban, les cartographies, c'est d'autres outils également. Donc, avant d'aller plus loin, je vous présente l'Université du Québec à Trois-Rivières, où je travaille depuis près de 16 ans maintenant. 2400 employés. À titre d'indicatif, c'est une augmentation de près de 30 de notre nombre d'employés en 10 ans. 15 000 étudiants, dont nombreux étudiants internationaux. En 10 ans, on a augmenté notre chiffre de 167 d'étudiants internationaux. Le campus de Trois-Rivières est notre campus principal, mais dans les dernières années, l'UQTR s'est déployé dans 7 autres régions avec 7 campus régionaux. L'augmentation des fonds de recherche en pleine expansion, donc vous comprenez que l'UQTR, qui était une petite université il y a peut-être 10 ans, est rendue une université de taille moyenne et qui a un déploiement régional. Mais qu'est-ce qui vient avec ça? Et là, j'imagine que vous allez vous retrouver dans ces discours-là. Quels sont les processus à l'UQTR? Astérix. Parfois, on peut avoir l'impression de se retrouver dans les 12 travaux d'Astérix qui cherchent le laissez-passer à 38 lorsqu'on tente d'obtenir de l'information. Je vois des hochements de tête, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui se reconnaissent parmi ça. Qu'est-ce qui explique que parfois on a l'impression d'être dans les 12 travaux d'Astérix quand on recherche de l'information? Bien, c'est que l'université que nous étions, il y a 50 ans à son implantation, on avait des processus internes bien établis. On passait la tête dans le cadre de porte, on allait voir notre collègue, les processus étaient assez fluides. Mais dans une organisation qui grandit, avec plus d'employés, plus d'étudiants, de nombreuses réalités et surtout des campus régionaux qui s'expandent, on vient qu'à créer des silos. Et là, les processus sont plus nombreux, sont plus conflus, sont plus lourds, et on devient dans une organisation où les processus deviennent de plus en plus complexes. Qu'est-ce que l'université a décidé de faire? En fait, c'est déjà en 2015, il commençait à avoir des séances de réflexion animées pour comprendre la réalité des gens sur le terrain. Et très rapidement, les employés, ce qu'ils disaient, ce qu'ils décriaient, c'est on veut simplifier les processus, on veut rendre ça plus fluide. Alors, dès 2017, il y a eu des volontés, des réflexions sur implanter l'amélioration continue à l'université et la méthode utilisée, ça a été de former des facilitateurs en amélioration continue, des gens, des ambassadeurs présents dans chacun des services qui allaient être formés en amélioration continue et qui allaient pouvoir revoir les processus à l'intérieur même de leur service et même permettre de revoir les processus de façon transversale à travers chacun des services. La méthode que nous utilisons à l'UQTR est la méthode Lean Six Sigma. C'est une méthode qui conjugue le Lean, donc revoir les processus, et le Six Sigma qui permet de réduire la variabilité dans chacun des processus. Donc, c'est vraiment une méthode qui est axée pour ajouter de la valeur à nos clients, bien sûr. On utilise la méthode de Kaizenblitz très souvent pour revoir nos processus. On se regroupe avec les gens impliqués dans les processus, tous les gens impliqués dans le processus. On s'assoit pendant 2 à 3 jours pour discuter de la démarche que je vais vous présenter un petit peu plus loin et pouvoir trouver ensemble des pistes de solutions.
bien sûr, ça vise des changements durables. Cette démarche-là, ça permet des changements durables dans l'organisation. Donc, la méthodologie Lean Six Sigma, c'est une méthode, le DMAIC, pour les gens qui ont peut-être déjà entendu ça. Donc, c'est 5 étapes. On commence par définir le problème, mesurer, analyser, implanter, innover et contrôler. Pour la suite de la présentation, je vais vous présenter chacune des étapes de la démarche DMAIC. Et d'abord, je vais vous présenter la démarche, mais ensuite, je vais vous montrer comment que nous, à l'UQTR, dans notre équipe santé-sécurité, on a appliqué cette démarche-là. Donc, la première étape est l'étape de définir. Donc, il faut définir la raison de l'action. Pourquoi on a besoin d'agir? Eh bien là, je me permets une petite question pour vous réveiller un petit peu aussi après le lunch. Qu'est-ce qui nous force à changer? Qu'est-ce qui nous force à agir en santé et sécurité? Y a-t-il des gens qui se lancent? Un événement s'est produit, oui. D'autres idées? L'obligation de le faire. L'obligation, en effet. Surtout avec la loi modernisant le régime santé et sécurité, on a eu beaucoup d'obligations nouvelles, en effet. Oui. La fréquence des événements. Sentiment d'urgence. Créé par quoi, par exemple? Une visite d'inspecteur de la CNSST, entre autres. J'ai entendu pénurie de main-d'œuvre. En effet, il faut revoir les processus. Donc, oui, une autre nouveauté. Oui, il faut s'adapter à la nouveauté, en effet. Donc, en effet, c'est toutes des bonnes réponses, des bonnes conditions qui nous forcent à agir et que tout d'un coup, on se dit, OK, le processus actuel là, ne marche plus. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, c'est vraiment à ce stade-là qu'on se dit, OK, prenons le temps, assoyons-nous et réfléchissons à ce qu'on doit faire. Et donc, la première étape, comme je le mentionnais, est l'étape de définir. Donc, dans notre cas, je voulais prendre un petit processus, je ne veux pas banaliser, mais un processus qui était simple à expliquer, de vous expliquer aujourd'hui. Si on a plus de temps à la fin, s'il me reste du temps, je vous présenterai peut-être une démarche aussi de planification stratégique, s'il me reste un petit peu de temps à la fin. Mais là, je vous ai présenté une démarche d'amélioration continue sur le processus d'enquête et d'analyse d'accidents. Je vous amène il y a 2 ans. À l'équipe santé-sécurité, on était 2 qui réalisaient des enquêtes et analyses d'accidents. C'était facile, on recevait les déclarations, on se passait la tête dans le cadre de porte, on s'entendait ensemble et on réalisait l'enquête et analyse d'accidents. Fin 2022, on double l'équipe santé-sécurité. On est maintenant 4 à réaliser les enquêtes et analyses d'accidents. Comment pensez-vous qu'on avait de processus différents? 4, c'est généreux. Moi, je pense que c'est peut-être même plus que ça. Parce que, justement, on n'avait jamais la même façon de faire parce qu'elle n'était pas définie. Donc, tout à fait. Et là, très rapidement, on s'est dit, non, ça ne fonctionne pas. On a toutes des façons de faire différentes. Il faut standardiser. Bien, il faut, en fait, se doter d'une méthode de travail. Qu'est-ce qu'on a fait? On s'est assis en salle de réunion, tous les gens impliqués de A à Z dans le processus d'enquête et d'analyse d'accidents, allant de la collecte d'informations quand on reçoit la déclaration jusqu'à l'analyse des causes fondamentales. Et là, on s'est assis, tableau blanc, crayon ou feuille de papier, et on a tracé à la main les différentes étapes qu'on réalise. Et là, c'est peut-être un outil que je veux que vous reteniez. C'est quand même relativement facile à faire. Pas besoin d'être un pro en logiciel informatique avec les bons pictogrammes pour cartographier un processus. Un tableau blanc, une feuille, et ensemble, vous écrivez les étapes réalisées actuellement. Pas celles qu'on souhaite, celles qui sont réalisées, la situation initiale. Par la suite, c'est de définir la condition désirée. Vous vous rappelez, tout à l'heure, je vous mentionnais l'importance de bien cadrer la cible à atteindre. Et là, moi, c'est un autre outil que je voulais vous donner, que vous reteniez, c'est vraiment de l'écrire. Prenez une feuille, un tableau, et écrire, revoir le processus de, afin de. Dans notre cas, c'était revoir le processus d'enquête et d'analyse d'accidents.
dans un délai, 100 des collectes d'informations dans un délai de 48 heures. Donc, et cette feuille-là, on s'est assuré, cet objectif-là, on s'est assuré de l'avoir à chaque fois qu'on parlait du processus, pour se rappeler de notre vrai nord, pour être sûr que nos discussions étaient bien orientées avec notre cible qu'on s'était fixée. Ensuite, à l'étape de mesurer, bien, pour savoir où l'on va, il faut savoir d'où l'on vient. Donc, c'est important de cibler des indicateurs qui vont nous permettre de comprendre la situation initiale. Donc, moi, je mentionne des indicateurs ou des indicateurs. Si vous êtes dans une organisation qui n'est pas très axée sur les indicateurs, puis je vais le mentionner, à l'UQTR, là, on est en train d'évoluer vers une culture d'indicateurs, mais les chiffres, les suivis d'indicateurs n'étaient pas encore très ancrés. Donc, ça peut être des indicateurs, des étoiles, des bonhommes sourires. Ça nous donne déjà une donnée, comment les gens se sentent dans le processus, comment nos clients perçoivent notre service rendu. C'est tous des indicateurs qui peuvent servir de collecte de situation initiale. Dans notre cas, pour vous donner un aperçu, là, on a mesuré, et je ne l'ai pas mentionné, mais c'est important d'avoir des bons indicateurs pour le processus qu'on vise. Donc, dans notre cas, bien, le processus, le meilleur indicateur qui nous donnait de l'information sur notre processus était le pourcentage de collecte de faits réalisés en dedans de 48 heures, parce que c'était l'indicateur qu'on voulait faire changer. Donc, dans ce temps-là, en 2022, on avait 11 des collectes de faits de réaliser en dedans de 48 heures. Et seulement 21 étaient documentés. Donc, vraiment, c'était difficile de retourner dans les dossiers après, qu'ils soient quelques mois après. Et on voit là un délai d'entre 1 et 14 jours afin de compléter la collecte de faits. Ensuite, on analyse, après avoir mesuré la situation initiale. On soulève les irritants avec les gens sur le terrain. Donc, on reprend notre processus qu'on a tracé au tableau et avec la méthode des post-it que j'aime bien, mais vous pouvez prendre un crayon d'une autre couleur, avec les gens impliqués dans le processus, les mêmes gens qu'on a tracé le processus, et sortez tous les irritants du processus. Les délais sont longs, on n'a pas d'outils, donc vraiment tous les irritants qui peuvent être soulevés. Et ensuite, bien, c'est important d'aller jusqu'à la cause fondamentale, un peu comme quand on réalise une enquête et analyse d'accident, parce qu'on ne veut pas aller agir sur un symptôme, on veut aller vraiment aux causes fondamentales et régler le problème une bonne fois pour toutes. Donc, dans notre cas, dans le cas de l'enquête et analyse d'accident qu'on voulait optimiser, bien, ce qu'on a ressorti, c'est que absence de standards, absence d'outils communs et les rôles et responsabilités mal définis. Puis j'imagine que dans beaucoup de processus qu'on revoit, bien, c'est souvent ces mêmes sources-là, l'absence de standards, l'absence d'outils, les rôles et responsabilités qui sont mal définis. Donc, dans notre cas, c'était ça qu'on avait ciblé, qu'on a ciblé en équipe, qui causait, en fait, des délais dans la prise en charge des enquêtes et analyses d'accidents. Par la suite, l'étape du DMAIC, le innover et implanter, c'est là que ça nous permet vraiment d'aller à la recherche de solutions et qui nous permettent d'innover. Donc, ensemble, encore une fois, les gens impliqués dans le processus, et j'axe beaucoup mon message là-dessus, puis c'est important d'impliquer tout le monde parce que ça nous évite des angles morts, ou ça nous permet vraiment d'avoir une vision 360 du problème. Donc, ensemble, on recherche des solutions. On s'assoit et moi j'aime bien dire, on met nos lunettes roses, on se permet de rêver. Budget illimité, ressources illimitées, on pense à tout parce que souvent, c'est cette recherche de solutions-là ensemble qui nous permet d'innover, qui nous permet une personne lance une idée loufoque, bien, ça permet de rebondir sur une autre idée qui, elle, est peut-être moins loufoque et peut-être plus accessible. Donc, c'est cette recherche de solutions-là ensemble qui permet d'aller plus loin.
Mais rapidement, à la fin de cette idée de solution, il faut revenir à la réalité. Et là, c'est l'heure des décisions, de prendre des décisions. Et moi, je vous conseille d'utiliser la matrice effort-impact. Je ne sais pas si vous connaissez. Je vais vous la présenter rapidement. C'est un outil quand même relativement facile à mettre en place. Donc, 4 carreaux. Et pour chacune des solutions qui ont été soulevées par l'équipe, on se pose la question, quel impact peut avoir cette solution-là? Est-ce qu'on peut avoir un grand gain ou, finalement, c'était une idée drôle, mais elle n'a pas tant d'impact sur notre processus? Fait que ça, c'est la première question. Et l'autre question, c'est, est-ce que cette idée-là à mettre en place, elle nécessite beaucoup d'efforts? Est-ce que ça prend beaucoup de budget, beaucoup de ressources humaines, beaucoup de temps? Ou finalement, oui, je pense qu'en dedans de 20 jours, ça peut être réalisable. Parce qu'il faut le mentionner, une démarche d'amélioration continue, comme je vous le présente, habituellement, on cible la mise en place du plan d'action en dedans de 20 jours. Donc, avec chacun des post-it, avec les solutions que vous avez soulevées, c'est d'aller les placer dans la matrice effort-impact. Les solutions qui prennent beaucoup d'efforts à mettre et ont très peu de gains sur le processus, on ne se pose pas la question très longtemps, on rejette ces idées-là finalement, vu qu'ils ont très peu d'impact sur notre processus. Pour les idées qui ont peut-être, qui nécessitent plus d'efforts, mais peuvent avoir un haut potentiel de gain sur notre processus, on les place dans un parc à projets parce qu'elles sont peut-être super intéressantes, mais il faut prendre le temps de les planifier. Il faut prendre le temps de faire les demandes de budget à notre patron. Il faut demander des ressources supplémentaires. Donc, ces ressources-là, on les met dans un parc à projets qu'on va planifier éventuellement. Et les solutions qui sont faciles à implanter, donc nécessitent peu d'efforts, mais qui ont un fort potentiel d'impact, eux, on veut les faire et eux, on les place dans un plan d'action. Et encore une fois, on les place avec les gens impliqués dans le processus. Et avec les gens qu'on est alentour de la table, dans la réflexion, on s'entend pour qui est responsable de mettre en place cette action-là. Quel échéancier on s'engage à respecter pour mettre en place cette action-là? Et là, les gens deviennent soudainement imputables des mesures à mettre en place pour améliorer le processus. Et ça a un avantage parce que ça facilite beaucoup la gestion du changement quand les gens sont responsables d'une action, sont responsables d'implanter une action, ça va faciliter vraiment beaucoup plus facilement la gestion du changement. Donc, pour l'UQTR, pour le processus que nous, on a revu à l'UQTR, qu'est-ce qu'on a mis en place? On a tout d'abord écrit un programme d'enquête et d'analyse d'accidents où on est venu clarifier les rôles et responsabilités de chacun. On est venu également, là, je ne vous demande pas de lire les petites cases, là, c'était plus pour vous montrer, on est venu se doter d'un processus d'enquête et d'analyse d'accidents standardisé. Quel délai on s'est fixé en équipe pour réaliser telle étape? Après telle étape, qu'est-ce qu'on a à faire par la suite? Et dans ce processus-là, c'est clairement défini qui est responsable de quelle étape. Et là, bien sûr, on n'a pas mis de nom, mais bien un poste qui est responsable de chacune des étapes. Et finalement, on s'est doté d'outils communs. Donc, tout le monde maintenant, tous les gens impliqués dans la collecte de faits ou de l'enquête et d'analyse d'accidents vont avoir les mêmes outils pour collecter l'information et même jusqu'à la recherche de causes fondamentales. Qu'est-ce que ça permet, ça? Ça nous permet d'offrir le même service à nos clients, peu importe la personne qui va prendre en charge l'enquête et l'analyse d'accidents. Et finalement, on a décidé de suivre des indicateurs dans le processus pour nous permettre de nous ajuster beaucoup plus facilement. Si on voit un indicateur qui dérive, finalement, l'enquête, la collecte de faits, au début, après avoir implanté les solutions, on est en dedans de 48 heures comme on s'était fixé, mais qu'avec 6 mois, 9 mois, on voit que l'indicateur commence à dériver un petit peu, mais ça permet des ajustements beaucoup plus rapides, chose qu'on n'avait pas par le passé. Et finalement, la dernière étape, c'est de contrôler. Ça, c'est l'étape vraiment la
plus difficile à faire. Parce que là, on est content, on a implanté nos changements, on a des belles solutions, ça fonctionne, mais il ne faut pas oublier l'étape de contrôler, parce que c'est elle qui va venir susciter l'adhésion des gens, puis susciter la fierté des gens qui ont mis en place les différentes solutions. Donc, tout d'abord, c'est important d'aller valider l'impact. Ce qu'on a mis en place, là, la rédaction du programme, mon processus standardisé, les outils communs, est-ce que ça a réellement eu l'impact qu'on visait? Et donc, on va remesurer les indicateurs qu'on a ciblés au départ. Est-ce qu'il y a des ajustements qui sont requis? Si les indicateurs indiquent qu'on n'a pas eu l'effet escompté, est-ce qu'on doit apporter des changements? Et le dernier point, c'est mettre une structure en place pour éviter les retours en arrière. C'est confortable, hein, des vieilles pantoufles. Qu'est-ce qu'on prévoit pour éviter de retourner dans nos vieilles pantoufles après 6 mois? Bien, il faut prévoir une structure ou une personne qui fait une vigie pour éviter les retours en arrière. Donc, je vous présente rapidement ici les indicateurs. Donc, je vous le rappelle, notre cible, c'était d'avoir 100 des collectes de faits après une déclaration en dedans de 48 heures. Et on partait de 11 puis après, en 2024, donc ça, c'est les chiffres tout récents encore là, que j'ai sortis pour la présentation, on a encore un 100 de collecte de faits de réaliser dans un délai de 48 heures. Et maintenant, on a 100 des collectes de faits également qui sont documentées. On peut les retrouver, toutes les collectes de faits qui sont réalisées, par qui, comment, à qui qu'on a parlé. Le délai, donc on a un jour ouvrable pour en moyenne qu'on fait la collecte de faits. Ici, je ne m'attarde pas, mais vous voyez, j'avais quand même étudié, regardé, si on avait une enquête et analyse d'accidents jusqu'aux causes fondamentales à aller étudier, on souhaitait les réaliser dans un délai de 10 jours et on est encore à 0 %. Donc, mais c'est tout à fait normal parce que le processus d'amélioration continue qu'on a travaillé, rappelez-vous, notre cible, c'était de travailler sur les collectes de faits, donc les premières étapes. Donc, là, la prochaine chose qu'on va travailler en équipe, c'est comprendre, on va refaire une boucle d'amélioration continue, mais sur les collectes, les enquêtes et analyses d'accidents jusqu'aux causes fondamentales, pourquoi qu'on n'atteint pas notre cible. Et là, bien, je pourrais vous partager nos résultats l'année prochaine. Mais je blague. Mais juste pour vous mentionner, quand je préparais les chiffres, les données pour cette présentation-là, j'ai partagé à mes collègues le fruit de la présentation et le sentiment de fierté qu'ils m'ont tous partagé, combien ils étaient fiers de voir que, encore aujourd'hui, en 2024, on est encore à 100 des collectes de faits réalisés dans un délai de 48 heures. Donc ça, c'est pour ça que je vous mentionnais, c'est important de le faire, cette collecte-là, à la fin. Donc ça, c'était un petit processus, comme je vous disais, très pratico-pratique, que je voulais vous démontrer comment on pouvait utiliser certains outils d'amélioration continue dans notre quotidien. Il y a d'autres processus aussi qu'on a revus en équipe. Donc actuellement, je suis en train de revoir notre processus d'ergonomie de bureau pour réduire les délais d'intervention auprès de notre clientèle et réduire également les tâches à non-valeur ajoutée, plus au sens qu'il y a beaucoup d'allers-retours, beaucoup de pertes de temps. Comment on peut aller travailler pour améliorer ces échanges-là? Il y a le processus d'identification des risques également qu'on a travaillé, qu'on a optimisé en équipe. Et il y a un projet actuellement aussi par une collègue que j'accompagne sa démarche. Donc, au niveau de la gestion documentaire, ça, c'est vraiment elle a suivi vraiment la même démarche à ce niveau-là pour voir, initialement, on avait des fichiers en double, en triple, dans plein de répertoires partagés différents. Donc, on a vraiment revu la gestion documentaire et là, est en train, ma collègue, de travailler sur des outils communs qu'on va se développer. Donc, vous voyez, moi, ça, c'était vraiment des exemples que je voulais vous fournir pour vous montrer un petit peu comment on peut appliquer le processus, la démarche d'amélioration continue dans le quotidien. Qu'est-ce que ça permet, la démarche d'amélioration continue? Bien, ça amène les gens à défaire les silos.
à comprendre la réalité des autres. Et là, je vous partage, lors de l'animation d'un atelier en ergonomie de bureau que j'ai animé très récemment, les gens étaient assis de différents secteurs, parce qu'on a des intervenants de différents secteurs dans ce processus-là. Et la personne est venue, à la fin de la démarche, mentionnait « Hey, je comprends mieux maintenant pourquoi qu'on fait ça comme ça. Ah, je comprends mieux ta réalité. » Donc, ça permet vraiment d'aller briser les silos et de comprendre la réalité de l'autre. Au lieu d'être fâché, frustré que c'est long, bien, parfois, c'est parce qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas. Ça facilite la gestion du changement. Comme je le mentionnais, impliquer les gens dans soulever les irritants, soulever les problèmes dans le processus, mais surtout les impliquer dans la recherche de solutions, ça aide beaucoup à faciliter la gestion du changement. Et ça devient des bons ambassadeurs aussi auprès de leurs collègues pour expliquer pourquoi il y a ces changements-là par la suite. Et la mise en place de standards, bien, ça facilite beaucoup la communication et l'uniformité. Ça, c'est vraiment, je pense, dans tous les processus les processus que j'ai revus dans la démarche d'amélioration continue. Moi, c'est toujours quelque chose que je vais axer, c'est mettre en place des standards pour être sûr que les solutions qu'on vise sont durables et sont ancrées de façon pérenne dans le service. Et le suivi d'indicateurs, bien sûr, permet un ajustement plus rapide. Et je voulais vous partager deux apprentissages que je n'avais pas faits et que je vais pouvoir vous partager pour vous éviter les mêmes erreurs. Et la première, c'est vraiment mettre en place une vigie pour s'assurer, justement, comme je parlais tantôt, là, les pantoufles confortables qu'on a tendance à vouloir retourner, bien, s'assurer qu'il y a une personne qui fait la vigie du processus pour être sûr que les documents sont bien remplis encore, comme on se l'était dit, que le processus est encore bien rempli. Donc ça, c'est important parce qu'après 6 mois, après 1 an, parfois, bien, pour X, Y, Z raison, il peut arriver que le processus n'est peut-être plus tout à fait suivi et peut-être des ajustements ont besoin d'avoir lieu. Donc, cette personne-là peut assurer un suivi à ce niveau-là. Et également, quand on revoit un processus qui implique plusieurs secteurs dans une organisation, bien, c'est important de porter une attention particulière au plan de communication. Dès le départ, avant même d'avoir initié le premier atelier, pensez à parler aux gens du changement qui s'en vient, de la réflexion, parce que les gens peuvent se sentir froissés, ils peuvent se sentir fâchés, qu'on revoie le processus parce qu'ils sont émotionnellement impliqués dans ce processus-là. Donc, le plan de communication est vraiment important à ne pas négliger là, dès les premières étapes du changement. Donc, en conclusion, bien, je voulais vous partager une démarche d'amélioration continue dans un processus très, très appliqué et qui permet de soulever des nouvelles façons de faire dans une organisation. Et je voulais vous permettre de voir certains outils, comme par exemple le fait de tracer, d'écrire le nouveau processus, la cible, excusez-moi, donc revoir le processus afin de, et de tracer, de cartographier le processus avec les gens impliqués dans le processus, avec les gens du terrain. Ensuite, on mesure avec des indicateurs impliqués dans le processus. On mesure la situation initiale. On analyse en soulevant les irritants, en cherchant les causes fondamentales avec la méthode des post-it, comme je le mentionnais. À l'étape d'implanter et d'innover, bien, on fait la recherche de solutions et qu'on place dans la matrice effort-impact pour cibler les solutions qui ont un fort gain dans notre processus et qui demandent peu d'efforts. Et finalement, on contrôle, on remesure nos indicateurs pour voir si on a bel et bien amélioré notre processus. Alors voilà, là-dessus, je vous laisse sur quelques recommandations de lecture, Lean Kata, système de gestion et le modèle Toyota. Et je voulais aussi vous partager, amener à réflexion les normes ISO 45001, entre autres sur le système de gestion de la santé et sécurité, a toujours
l'étape de l'amélioration continue. Donc, les fondements de la santé-sécurité, derrière chacun des processus, bien, il y a toujours l'étape de l'amélioration continue. Donc, j'espère que les outils qu'aujourd'hui je vous ai fournis vous permettront d'améliorer cette étape-là de l'amélioration continue.